Le kiosque, la Xème, énième qu'on dit, édition avec Gabriel Gallion. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Compère. Bonsoir. Gabriel Gallion, France Antilles, Monsieur Compère, progressiste, pour ceux qui ne seraient pas les habitués de notre journal. Michel Bouanchy, Justice. Bonsoir à tout le monde. Comment s'est passé le 15e anniversaire. Tu as compris que j'étais pas là, j'étais absent de... Tout à fait, tout à fait. On a remarqué. Mais c'était sympathique. C'était très sympa. Notre ami Daniel Compère était là pour le progressiste. Il m'a remplacé. Et l'image, ça va? Et aussi... Gabriel était là. Gabriel, un pilier de la pression syndicalisée après ça. Ça va? Ça va bien, oui. Alors, une citation rapide. Je ne perds jamais de vue que le seul fait d'exister est une chance. Traduction, le seul fait d'être là avec vous. Signature Catherine Hepburn. Parce qu'on est dans le cinéma, ça fait que c'est le festival de Nice, cette citation. De Cannes. Le tour de l'actualité en 2 minutes. Renault lance sa future killer car, elle s'appelle Kwid. Kwid, oui. Petite bagnole qui est appelée à être construite dans les pays émergents, mais à 4 500 €. Donc bientôt tout le monde va rouler, puisque c'est la règle que Renault va instituer, qu'on retourne nos voitures sans électronique, sans complications, sans clim, sans chichi. Oui, la Logan, c'était le premier volant. Le premier volant, mais la marque Dacia aujourd'hui qui fait le cost. Dacia a fait le cost aussi. Ouais, ouais. 1,14 million de véhicules écoulés pour la Logan. En 2014. Deuxième information, une usine produisant du chocolat, ça je l'aime celle-là, à l'échelle industrielle, a été inaugurée lundi 18 mai, devinez, à Abidjan. Ouais, alors c'est extraordinaire ça. Oui, alors je laisse ça développer. Alors une première pour la Côte d'Ivoire, le premier producteur mondial de cacao, l'or brun, représente 22% du PIB. Plus de 50% des recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire et surtout les 2/3 des emplois et des revenus de la population selon la Banque mondiale, chiffre officiel. Et qui fait vivre plus de 6 millions de personnes en Côte d'Ivoire pour lesquelles la consommation de chocolat n'est pas dans les habitudes. Pas du tout. C'est terrible. C'est terrible. C'est peut-être qu'ils s'y mettent. Bon, voilà. Bon. Impôt à la source, elle est un peu meilleure, et puis après on va faire des sujets plus approfondis. Le retour. Impôt à la source, le retour. Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, a annoncé que l'exécutif va réformer le prélèvement de l'impôt afin de le collecter à la source, entrée en vigueur prévue en 2007. La chute n'est pas de moi, soit après l'élection présidentielle. Hollande croit en son étoile. Bon, reprenons le programme que je vous avais. Alors, il y a une chose quand même qui s'est passée, c'est que la réforme des collèges, les programmes s'est accélérée dans la mesure où ils ont fait leur grève dans la foulée, on leur a mis un décret dans le nez, et puis si c'est exit, c'est vraiment une façon de faire. C'est à croire que ce gouvernement est bien sûr de lui. Oui. Je vois pas le problème. Hein. Je veux dire, il y a une réforme annoncée. Et on l'a fait. Je ne... En fait, j'ai pas d'avis là-dessus. Non, mais c'est important parce que ce qui est contesté, c'est la forme. Sur le fond, il y a une contestation valable. Mais historiquement, la forme est assez classique. Hein. C'est-à-dire, si en plus il faut contester le fond et la forme, on est foutu. On est foutu. Sur le fond, il y a de vrais problèmes à discuter. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas. En tous les cas, ou améliorer. Mais les gens qui disent attendez, laissez-nous descendre dans la rue avant de le mettre en place. C'est totalement incompréhensible. Moi, c'est comme si les types qui étaient contre la peine de mort, par exemple, disaient attendez les frères, vous avez voté une loi là et nous on est contre, c'est un scandale. Non, mais attends, on remet en cause le fondement de... c'est trop longtemps. Sauf que pour la peine de mort, puisque tu as pris cet exemple, il y a eu une loi présentée, discutée, débattue et un vote. Oui, disons que pour une chose qui fait... Là, il y a eu un simple décret. Ce que te dit Compère, ce que te dit Daniel, c'est qu'une chose qui fait tant d'émotion dans l'opinion aurait pu être soumise au Parlement. Bon, mais moi là-dessus, il faut avancer comme il faut. Ça s'appelle un passage en force. On n'a pas resté trop longtemps. C'est une façon de... C'est pas important, c'est pas un truc important. De 2 points. Attends, quand tu dis c'est pas important, je suis pas d'accord. Parce que quand on regarde les arguments échangés, c'est sur la notion même du collège, donc dans l'accès au savoir. L'égalité. Il y a un argument dans le fameux échange, le fameux face-à-face entre Bruno Le Maire et Nadia Belkacem,
où à la notion de collège unique est opposée la notion de collège diversifié, et à la notion de 100% une classe d'âge qui arrive jusqu'au bac, a été annoncé 100% d'une classe d'âge qui a l'emploi. Donc on est sur deux conceptions bien précises et opposées de comment on va arriver au savoir. Bon, sur les modalités de tronc commun par tronc commun, nous ne sommes pas spécialistes, c'est pas notre truc. Mais on est sur deux approches bien distinctes de ce que doit être le collège pour une génération et l'avenir. N'oublions pas que nous sommes une génération où il y avait deux collèges. Il y avait ceux qui arrivaient au lycée tout de suite, le 6e, et ceux qui passaient par le CEG. Et puis en 80, je sais pas, on a créé le collège unique. Le collège d'enseignement général. On est sur deux notions philosophiques. Non, je ne justifie pas, mais j'explique la formule. La formule est que je sais qu'il y aura des décrets d'application du décret, des circulaires, pas des décrets, des circulaires d'application. Le décret est sorti. Le décret est sorti, des circulaires d'application du décret qui vont au fond de tout ça, il y aura une pression, alors, et tout ça va être remodelé, et qu'ils ont préféré mettre le pied à l'étrier tout de suite pour commencer. C'est pas, donc, mais il reste quand même que c'est une disposition, ce sont des dispositions Les spécialistes qui vont effectivement impacter notre société, puisque le collège mène à l'école, au lycée, à l'université. Tout à fait d'accord là-dessus. Le débat porté c'était sur l'accès à l'apprentissage du latin et du grec tout de suite ou pas tout de suite, la suppression, oui, des choses etc. importantes. Bon, la seconde langue, il y a peut-être un élément intéressant que nous avons connu, que nos générations ont connu, que les celles d'après ont connu, c'est l'apprentissage d'une seconde langue vivante le plus tôt possible, donc dès la 5e ou la 4e. Ou en 3e, comme on le faisait à l'époque. Bon, il y a des batailles techniques, il y a des batailles de faisabilité, parce que bon, une journée c'est quand même 24 heures, ou pas qu'à assise 24 heures à l'école. Comme tu l'as dit toi-même, Gabriel, en le disant, tu fais quand même le contraire. Sauf Daniel qui lui a quand même levé le pied, nous n'avons pas la connaissance réelle de l'enseignement. Donc on est vraiment sur deux notions. Et attends, c'est pas fini. J'ai pas eu ici un syndicat qui m'a donné un corpus global de contestation de la loi. J'ai pas eu ça. J'ai pas ça. Ça existe peut-être. Pourtant, ça existe. Non, je ne l'ai pas eu. Ils n'ont peut-être pas eu accès à l'information, mais sinon je l'aurais relevé et on en aurait discuté. Par rapport à d'autres contextes locaux. Est-ce que la question est peut-être est-ce que les syndicats ont une protestation sur le fond ou sur la forme? Les deux. C'est ce que je vais dire. Les deux. On va pas Il y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est que ce projet de modification de l'organisation du collège vient, des enseignants, de collèges de pédagogues. C'est pas une volonté politique au départ. Et la demande très forte des gens qui s'intéressent au collège de manière générale, c'est-à-dire à la fois des enseignants, des pédagogues, des inspecteurs, a été relayée par un ministre. S'oppose à cette volonté de changement qui est nécessaire et qui est lié au taux d'échec très élevé, qui amplifie celui du primaire, voilà, notamment au niveau de la lecture et tout ça. Okay. Il fallait faire quelque chose. Peut-être que la réponse n'est pas adéquate, mais il fallait faire quelque chose. S'oppose une volonté qui, elle, est politique à droite, qui est une vision idéologique du collège. C'est ça. Je peux t'arrêter 30 secondes. Le problème, c'est que les syndicats, ils ont pris le mot aux dents et que, apparemment, tous les syndicats généralistes, quasiment tous les syndicats, sauf un, s'opposent à la réforme. Sauf le SE. Sauf un. Alors, moi, je reviens en arrière. Je ne pense pas que la prise du décret, nuitamment, et de telle sorte que le porte-parole du gouvernement n'était même pas au courant, soit simplement une question de forme. Au cas particulier, la forme rejoint le fond. Parce que les syndicats en question, il y a deux types d'opposition. Il y a l'opposition idéologique que tu dis, c'est-à-dire que, en gros, entre élitisme et une école pour tous, bon, la droite voulant que les jeunes aillent à l'apprentissage le plus tôt possible et qui n'accèdent pas aux matières qui donnent l'esprit critique. Bon, c'est un vieux clivage en matière en gauche-droite, effectivement. Mais il y a à l'intérieur des opposants aussi, il y a une autre forme d'opposition qui, en gros, dit
cette réforme veut diminuer l'échec scolaire, etc., c'est que il y a l'annonce, mais le contenu ne correspond pas à l'annonce du gouvernement. Et ça, c'est ce que disent un certain nombre de syndicats, notamment le SNES, etc., et aussi la gauche de la gauche, le Parti communiste. Et le Parti communiste dit, par exemple, qu'il faut allonger la durée d'enseignement, et il va même jusqu'à dire, si on veut vraiment une réforme, il faut allonger la durée obligatoire de l'école jusqu'à 18 ans. Parce qu'effectivement, le quantum de connaissances augmentant, si on veut rétablir l'égalité, il faut effectivement augmenter le temps d'apprentissage des fondamentaux. Je propose qu'on ne pousse pas plus loin parce que ça devrait faire l'objet d'un long et puissant débat, notamment la notion de bilingue, l'apprentissage de la langue, l'allemand, le grec, les cours transversaux là qu'ils veulent instituer. Alors, avec ceux qui ont des éléments... Ouais, on n'est pas assez costaud. Qu'on y revienne parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. D'accord. Je ne m'estime pas spécialiste. Tu veux que je te laisse ça ? Par exemple, je ne m'estime pas spécialiste, mais ayant quand même pratiqué pendant près de 40 ans, alors, écoute, ayant connu au moins une vingtaine de réformes de l'enseignement. Comment on ne va pas y revenir? Donne-nous la substantifique moelle. Et non pas les syndicats qui ne veulent pas, que 40 ans, donne-nous ce qui dans le corps du... Non, point par point. Pour revenir sur les syndicats, mais je parlerai surtout de non, laissez les syndicats. Celui que je connais le plus, les critiques elles-mêmes. La réforme, en quoi elle est contestable et critiquable? Attends. Toi qui as enseigné. Ce n'est pas le fait de la réforme qui soit critiquable, c'est le contenu. Oui, parle-nous du contenu. On va y arriver. Bon, par exemple, un point parmi d'autres. Je crois que ils ont appelé ça EPI, mais je ne suis pas sûr du P. Les enseignements interdisciplinaires. Voilà. D'accord? Ça peut paraître une idée très intéressante qui est déjà agitée, qui est déjà mise en route dans plein d'établissements scolaires expérimentés. C'est-à-dire que sur un même thème, par exemple la machine à vapeur, je dis n'importe quoi, la machine à vapeur, ça peut être abordé en mathématiques, en physique, en français, en histoire, en art plastique, etc. Bien. C'est-à-dire ouvrir les cloisons, si l'on peut dire, des salles de classe fermées pour donner un contexte plus général et intéresser les élèves. Très bien. D'accord. C'est ce que tout le monde a compris. Mais cela se ferait, d'après la réforme, au détriment des enseignements disciplinaires. C'est-à-dire qu'on va enlever des horaires, des disciplines, par exemple, je ne sais pas, les maths 3 heures ou l'histoire-géographie 3 heures, pour pouvoir faire ces enseignements interdisciplinaires. Or, comme le dit Michel très justement, vu l'accroissement des connaissances, on a besoin de plus d'heures d'enseignement et non pas de moins d'heures d'enseignement, surtout dans les conditions qui font que les classes sont généralement surchargées. Donc moins de professeurs. Alors, ce qu'il faut craindre plus en arrière, alors là on dit que c'est les gens qui ont mauvais esprit qui disent ça, c'est que en remettant en cause les horaires disciplinaires, on remet en cause les services des enseignants. Et partant de là, on remet en cause le statut des enseignants et c'est vers cela que tous les gouvernements, de gauche comme de droite, vont ou tentent d'aller depuis des années, c'est-à-dire faire éclater ce statut qui semble trop rigide. Voilà. Parle-moi de la notion de bilingue et l'apprentissage des langues plutôt en 5e, la deuxième langue. Alors, j'ai personnellement, je ne suis pas le seul, fait une expérience intéressante. J'ai eu l'occasion pendant des années d'accompagner les inspecteurs de lettres pour faire des inspections des professeurs d'enseignement général de collège, les PSGC, en Martinique et en Guadeloupe. Et en Guadeloupe notamment, ils avaient poussé l'expérimentation beaucoup plus loin que nous. L'espagnol, par exemple, était enseigné dès la 6e en même temps que l'anglais. Alors que normalement, l'espagnol commence en 4e. J'ai donc inspecté... Primeros pinitos, si señor. J'ai donc inspecté pas mal de classes de 6e et de 5e. C'était un plaisir. Tout le monde sait que plus on s'y prend tôt avec l'enfant, plus l'enseignement passe. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je crois que c'est Georges Duhamel qui disait que jusqu'à l'âge de 5 ans, tous les enfants sont des génies. C'est après que ça se gâte, notamment avec l'enseignement. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre aspect qui est très contesté? C'est les deux points les plus médiatisés. Oui, c'est les deux. Alors, le français, le latin. Le latin et le grec. Bon, le latin et le grec, on sait qu'ils sont en recul sans arrêt. J'ai enseigné le latin, moi, à Sainte-Marie. Tu vois, j'avais une 3e et une 4e de latin, avec forcément un effectif réduit, 17 élèves et non pas 32.
ce qui fait que l'enseignement passait beaucoup mieux, évidemment. Il y en a qui disent que c'est totalement ringard, il faut foutre ça complètement en l'air, et d'autres, dont je suis, qui disent que les humanités, comme nous disions quand nous étions en classe, faire ces humanités, ça apporte énormément de connaissances, non seulement en français, mais même en mathématiques, en histoire géo, etc., etc. Donc, au niveau de la rigueur, au niveau de la connaissance des civilisations, au niveau de la méthode de pensée, de la conception même, etc. Tu vois? Donc, il ne s'agit pas de les ôter, de les marginaliser, ces enseignements-là. Il s'agit de les intégrer. Bien sûr, on sait qu'on ne peut pas tout enseigner avec une journée de classe qui est déjà parfois chargée pour certains élèves. Très bien. J'ai un petit sujet pour Michel Branchi, mais relatif au festival de Cannes, je ne l'ai pas dit cette fois-là. Mais il n'y connaît rien au cinéma. Non, mais vous allez voir. Descente aux enfers d'un chômeur. Ah oui. Vincent Lindon incarne Thierry, un homme de 51 ans qui peine à retrouver un emploi. Étape par étape, la loi du marché. C'est le titre du film. La loi du marché. Montre la descente aux enfers d'un homme devant lequel les portes se referment, analysant le déclassement social avec une précision cruelle. Présenté en compétition officielle à Cannes, jouant sur le flou entre situation réelle et cinéma, et c'est précisément ce dispositif particulier qui divise les critiques. La fiction doit-elle fidèlement rendre compte de ce qui constitue le quotidien bien réel de millions de Français? Question. Moi, je pense que d'abord, c'est une critique un peu à fond renversée, et ironique de ce qu'on présente comme quelque chose d'inéluctable et d'être dépendant non seulement des lois du marché, mais des lois immanentes. Hein. Donc, la confrontation entre la loi et la réalité, même si pour des raisons de narration, on peut, le scénariste peut ajouter un peu de son imagination, mais dans ce domaine-là, l'actualité, il suffit de lire certaines chroniques, notamment même dans les tribunaux, hein, il suffit de voir les suicides d'Orange. Hein, il y a suffisamment de chroniques qui montrent qu'on n'est pas très très loin de la vérité. Michel, toi et moi, souvent, systématiquement, dès que les chiffres sortent, sur le nombre de chômeurs, les chômeurs catégorie A, B, C. On en parle et j'ai réalisé que j'en parle de façon assez mécanique, assez froide et assez plate, quoi. M'appliquant à expliquer aux gens que le chômeur... Parce que les statistiques, c'est froid. Oui, en catégorie A, c'est le chômeur total et tout. Et ce film a peut-être l'avantage, j'irai le voir, j'ai vu des extraits, de nous montrer le côté palpable et réel du chômage. Pas le chômage de celui qui, ma foi, a une sorte de consensus social, où ne pas travailler, il n'est pas... Le côté humain. Ouais. Mais dans une société très organisée où tout le monde dans l'immeuble, tout le monde dans HLM travaille, prend le bus, va au boulot, c'est quelque chose qui doit être très dur à vivre. Oui, on va faire pleurer les chaumières. Oui, on a vu dans certains films d'ailleurs, certains types, notamment le chômage des cadres. On voit le gars faire semblant, le type pense à serviette, exact. Y compris vis-à-vis de sa propre épouse. Oui. Le type il va dans les jardins publics et puis il retourne le soir et il fait semblant d'aller au travail parce que il y a au-delà de la question financière, il y a la fonction dans la société, dans nos sociétés très urbanisées. Je vais être un petit peu méchant, mais je vais rappeler une anecdote ça correspond à des anecdotes. À une époque, mais ça a disparu. Souvent, on voyait les responsables, pas au niveau global, les responsables des salariés dans les entreprises, qui poussaient à la mise lorsqu'on avait institué les nouveaux droits liés au chômage et tout, qui poussaient l'employeur, qui poussaient les organes sociaux à mettre les entreprises en état de station de paiement. Je me suis dit, mais c'est une déliquescence de cette société. Et puis ça s'est arrêté. Maintenant, ils essaient de conserver, de ramer. On voit bien, ils participent à une tentative de maintien. Mais à l'époque, une tentative de maintien de l'entreprise, quoi. Ils participent un peu. Il y a moins cette... poussez, mettez ça, donc à toucher ça, et puis on nous passe à autre chose. Oh, ça n'a pas si disparu que ça. Ah bon? C'est peut-être pas aussi visible, mais ça n'a pas si disparu que ça. C'est à l'esprit. Tu regardes un certain nombre d'entreprises. Quand on regarde le panel des conflits sociaux qu'il peut y avoir aujourd'hui, on peut savoir que surtout sur des petites structures,
le type a peut-être intérêt, il se dit, bon, je vais mettre en cessation de paiement, je liquide, je repars sur autre chose. Ça existe toujours. Je vois que c'est la nouvelle plaie, ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, c'est ça. C'est-à-dire une espèce de licenciement à l'amiable, où en réalité, on vous braque le pistolet sous la tempe et vous dit acceptez une prime et pour échapper précisément aux droits du travail les indemnités. On peut en discuter. On n'avait pas prévu de parler de ça, mais je n'ai pas tout à fait ta position sur ça. Parce qu'il y a quand même des prud'hommes où les travailleurs ont une majorité. Il y a quand même le lien c'est ce que veut le BDF supprimer. C'est que le contrat de travail reste un lien de subordination. C'est ce que nous avons appris tous à l'université, dans même les éléments du droit du travail, et on veut faire un renversement en prenant le droit anglo-saxon, en imaginant qu'il y aurait une égalité de négociation dans le contrat de travail entre l'employeur et le travailleur. En réalité, il n'y a rien de subordination. Et c'est ça. C'est la loi de la nature, dirais-je, Eddy. Je ne suis pas sûr que ça soit la loi de la nature. Non, il y a un élément qui est quand même un élément idéologique, et il faut quand même l'admettre, c'est que la société française, parce que ça, il s'agit bien de la société française, qui est dans ce domaine-là assez unique, qui a considéré que la protection, mais c'est des lois assez récentes, mais la protection sociale était une composante sociétale. Et le combat... 36. Voilà, le combat, il est là. Mais, contrairement à ce que tu viens de dire, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est peut-être de l'humour. Hein. Non, mais tu... Je pense que vous avez assez d'antécédents, vous voyez. Non, mais c'est... Ouais. Non, mais les gens me connaissent mieux que vous. Ce que tu fais passer, ce que toi tu considères être de l'humour, le discours ambiant ne repose pas sur de l'humour. Et moi, ce que je voudrais souligner, c'est que ça continue d'être un combat culturel, donc politique, idéologique, tout ce que tu veux, mais qui ne s'arrêtera jamais. Parce qu'il y a des gens qui considèrent que le travail ne doit pas être protégé, et il y a des gens, à l'inverse, qui disent, attention, la protection du travail est un élément de cohésion sociale. Et on voit bien, alors ça c'est un film français, mais il y a des films américains, notamment il y a un film qui s'appelle Margin Call, il y a d'autres films qui mettent en avant la dégringolade sociale, tout simplement parce qu'il n'y a pas de filet. Or, ce film-là, il montre la dégringolade sociale, mais la France est quand même un des pays où les filets sont les plus épais. Ouais. Ça va vite aux États-Unis. Un autre film sur l'Allemagne, que j'ai eu l'occasion de voir, on montre aussi les effets de loi Hartz. Hein. En particulier, on montre un salarié qui devient comment dirais-je, gardien de parking la nuit parce que sa retraite ne dépasse pas à peu près 150 € par mois. Alors, quelle est la situation des États-Unis ou en Amérique? Les vieux continuent à travailler parce qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis. Je vais vous donner une anecdote qu'un conseiller municipal de Trinité m'a donnée il y a quelques jours. Donc, il reçoit un monsieur de 75 ans qui lui parle de sa situation sociale qui est difficile, qui a été ouvrier à l'usine et qui touche une retraite. Et donc, il essaie de l'aider et il lui dit, bon, allons décortiquer ton budget. Et à un moment, il arrive sur une somme et il dit, mais ça qui bête, il dit, c'est sans apport. Sans apport là, il a dit sans apport, c'est qui ça? Non, mais c'est sans apport, l'auto A. Donc, la traite de la voiture. Et ce type s'en sort comment? Il a été forcé d'acheter une voiture et il fait des courses dans son quartier pour les gens. Et il dit qu'il est pris en fait. Il a à la fois, il s'est mis sur le dos une traite et il est obligé de se lever tous les matins à la fois pour manger, mais aussi surtout pour rembourser la traite. Et à 75 ans, imaginez un type faisant le porte-à-porte de ses voisins pour demander s'il n'y a pas une course à faire. C'est ça la réalité. Je voudrais quand même, quand tu développes un de ces jours, un aspect, il faudra qu'on y réfléchisse sur le fait qu'il y aura quand même toujours un volant de main-d'œuvre.
c'est inéluctable compte tenu de la... De chômage. De chômage, oui. Ouais. De main-d'œuvre disponible. Disponible. La main-d'œuvre disponible. C'est le recto du verso. Parce qu'il est bien évident que l'évolution d'abord industrielle, mécanique, ensuite robotique, ensuite digitale, va de plus en plus créer une société où, et puis tout pousse à supprimer des emplois. Les politiques se vantent et tirent fierté d'avoir pas renouvelé les gens qui partent à la retraite. Enfin, disons qu'une sorte d'immoralité, compte tenu de ce que vous avez dit, qui est érigée en dogme et en loi. C'est contesté, ça. Oui, c'est contesté, mais dans la pratique, on vante plus celui qui a un budget équilibré, et souvent c'est le fonctionnement, que celui qui est en déficit parce qu'il paie des salaires. Regardez comment on fustige du doigt, j'ai fini mon raisonnement, comment on fustige et comment on pointe du doigt les maires qui ici font un travail. Regardez comment nous-mêmes nous critiquons le service hospitalier qui a recruté des gens qui finalement ne font pas beaucoup de choses. La rationalisation de l'évolution des choses, de l'industrie, du numérique, etc., pousse à créer des sociétés où il y a de plus en plus de gens. Alors si on laisse la société identique avec ce volant de main-d'œuvre, et qu'on continue à critiquer comme nous le faisons, à ergoter à la surface des choses, où est-ce qu'on va avec ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas un jour, mais j'ai aucune idée, reconceptualiser, penser profondément au système global et social dans lequel nous vivons? On ne va pas y répondre aujourd'hui. Tout à fait. Vous n'avez pas assez approfondi. Vous n'avez pas assez approfondi la question. Vous n'avez pas parti dans toutes sortes de choses. Je veux simplement signaler... totalement non, mais je connais votre niveau. Je veux simplement signaler que l'an prochain, en 2016, ça fera 80 ans. Ils sont tous attentifs, c'est bien. Vas-y, on a ça fera 80 ans. Semaine, mais oui, ça fera 80 ans que les accords de 1936 ont été pris. C'est ça. Bon, ça fait 80 ans que, disons, globalement, le droit du travail a été instauré en France. C'est ça. L'horaire de travail hebdomadaire a été figé dans le marbre. Voilà. Et les congés payés. Et c'est ça le problème d'une société qui évolue et que dont certains veulent mettre à bas, justement, ces remparts. Parce que le droit du travail, avec toutes ses imperfections, reste quand même un rempart. Oui. Voilà. Enfin, reste entière la problématique que j'ai soulevée. 36. Oui, mais bien sûr, j'avais bien dit que c'était parce pas que le même et c'est Mahajo qu'une fois a invoqué ça, qu'il y a le plein emploi en Martinique, il n'y a pas assez de routes, il n'y a pas assez de crèches, il n'y a pas assez de tout pour circuler. Si on crée des emplois, ce sont des choses auxquelles il faut pousser loin le raisonnement pour essayer de se projeter dans l'avenir. Ça, c'est un autre débat. Ceci étant, tu as dit 36, congé payé, mais 46, sécurité sociale. Oui, Exactement. Bien sûr. Et ça, c'est peut-être l'une des avancées majeures de toutes les sociétés capitalistes ou libérales. Et puis plus le statut de la fonction publique, Loïs Torres, qui donne des garanties et des droits relativement équilibrés et qui est assez exceptionnel dans la plupart des pays occidentaux. Mais vous avez bien compris que ces lois que je ne remets pas en cause et qui sont satisfaisantes pour l'esprit, mais pensons avec notre propre pensée, pas avec des références, pas avec des citations. C'est cette société dans laquelle on va et où toutes les évolutions mènent à licencier les gens et nous l'acceptons. L'informatique, tout le numérique, la robotisation, l'automatisation. Personne n'accepte les licenciements. Voilà, mais on fait tout, mais on vit avec et on se plie à un système qui les exclut et en même temps. Tu n'as pas le choix parce que tu as le système qui est déjà. On est d'accord, ok. Ouais. Je pense que les gens aiment ce type de discussion que nous avons de temps en temps parce qu'ils comprennent mieux. Bon, c'est clair qu'on ne va pas au bout du débat, mais ils comprennent mieux les sujets, les thématiques à travers en fait les grandes réflexions, même si on n'apporte pas de réponse, mais au moins les questions posées. C'est pas à nous d'apporter des réponses. Hein. Non, c'est pas à nous, mais je pense que c'est important que sur chaque point, tu as vu qu'on a débordé forcément, sur chaque point qu'on touche, il y a nécessité de poser les questions. Parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous, on prend un peu de notre temps pour poser les questions, mais je ne sais pas si vous passez votre temps à écouter les réponses des hommes et des femmes chargés de les apporter, c'est-à-dire les responsables politiques.
on est bien loin de cette qualité-là. Enfin, je ne jette pas de fleurs, mais Non, ils ne font pas cette analyse-là. Je ne trouve pas de réponse à ces questions Mais fondamentales. au moins, tu les poses. Nous les posons, vous les posez. Nous les posons. Ceci étant, juste pour conclure, je crois qu'on a quand même un système dans la réflexion globale. On a dit 36 congés payés. On a dit 46 sécurité sociale, statut du fonctionnaire, code du travail. Dans les pays qui nous entourent, on reste dans la zone Caraïbe. Il n'y a pas de sécurité sociale. Il n'y a pas de code du travail. Quand quelqu'un est licencié, il est tout nu, du jour au lendemain. Sauf s'il a une assurance. On a un cadre qui définit les relations dans le travail et les relations au travail, qui définit aussi la relation hors travail, c'est-à-dire licenciement économique, le rapport conventionnel, etc., qui peut être mis en cause si on ne fait pas attention, c'est-à-dire qui peut démailloter ce gros filet qui protège le cadre du travail, qui peut être démailloté si on ne fait pas attention. Et cela vaut aussi pour les principes de la République, je n'ai pas plus loin. Je t'écoutais parler, je me demandais si les pays aux alentours, que tu dis de ne pas bénéficier de cette armature protectrice et sociale, si ça donne des hommes moindres, des sous-hommes, moins adaptés à la vie, à la réalité. Et si nous, citoyens martinicus, homonicus, pour faire des idéologies en latin, c'est quoi, je vois, tu fais de la tête. Pitié, le cochon en latin. On regarde le niveau des avancées sociales dans ces pays-là par rapport Oui, mais je sais pas. Non, mais je crois qu'on va plus loin parce qu'ils tentent sais de nous taquiner sur ça. Il y a un lien. Tu parles de corrélation. Tu dis est-ce qu'ils sont moins bons, etc. C'est la violence. La violence au quotidien, il y a une vraie corrélation entre le degré de protection sociale et l'inverse, c'est-à-dire la misère, et la violence. Sainte-Lucie, la Jamaïque, Saint-Vincent... Pas Sainte-Lucie. Pardon, Sainte-Lucie est dans les 10 premiers en termes de violence par tête d'habitant. Quelle violence? Quelle violence? Mais la violence mortifère classique. Les homicides. Amène-moi les chiffres. Ah ben, je vais te les donner. Aujourd'hui, Sainte-Lucie doit être à la 26e position, quand la Martinique est 100e sur le nombre d'homicides. Le numéro 1 dans la Caraïbe, c'est la Jamaïque. Tout à fait d'accord, la Jamaïque. Donc, Sainte-Lucie, Trinidad, par rapport à Sainte-Lucie, qui est un pays hyper développé, soi-disant. Il y a du pétrole. Ah ben, à 19h, il y a un couvre-feu à Trinidad. Ouais. Mais amène-moi les chiffres. Hein. Je vais te les chercher tout de suite, je vais te les donner. On change de sujet. Sondage Calista sur les préoccupations des Martiniquais et le baromètre politique. Précaution pour le titre. J'ai vu ça. Enquête réalisée par téléphone du 16 au 22 avril en Martinique auprès d'un échantillon de 600 Martiniquais représentatifs de la population pour Martinique première. Alors, auprès d'une population âgée de 18 ans et plus, les 3 principales préoccupations des Martiniquais en ce premier trimestre 2015 sont le chômage. 2 tiers des sondés pour l'ensemble des classes d'âge pensent que c'est un problème. La jeunesse semble inquiète, la plus inquiète par rapport à l'avenir. Oui, c'est pas étonnant. La situation de la jeunesse, ça c'est pour tout le monde, et puis l'insécurité. L'insécurité, quand même, donc on se trompe. L'insécurité. Il y a l'insécurité réelle et l'insécurité ressentie. Oui. Alors, les autres thématiques préoccupent moins du tiers des Martiniquais. La dernière, là, j'ai été soufflé, étant l'immigration avec moins de 10% de citations. Oui. C'est-à-dire que maintenant, les gens se disent, bon, je vis là un petit moment, je suis là un petit moment, je joue au football avec une équipe, je ne la verrai plus, je me casse. À tel là, je partirai. Dans la pratique, c'est ça. Je ne m'attache pas réellement au terroir, je ne m'attache pas au clocher, je ne m'attache pas réellement à l'élu, je ne m'attache pas réellement à une jeune fille avec laquelle je flirte, puisqu'après je partirai, ou bien partirai avec moi, ou peut-être pas. Voilà. Sur ce premier aspect du sondage Calistat. Qui peut nous parler de Calistat? Je vais quand même vous donner le chiffre. Sur Sainte-Lucie, c'est le nombre d'homicides pour 100 000 habitants. En Martinique, c'est 4,2. À Sainte-Lucie, c'est 25,2. Tu vois? Ces chiffres-là viennent. Alors, je vais te le donner. Hein, c'est un classement de l'UNDOC, qui est l'organisme des Nations Unies pour tout ce qui touche à la sécurité. Donc, c'est sur le net. Sur Wikipédia, tu as le chiffre. Donc, non, mais là, il y a une vraie problématique dans la Caraïbe. Et tout le monde le sait, tout le monde l'accepte, tout le monde le dit. Le lien entre pauvreté et violence est évident. Autrement dit, le chômage, l'absence de règles sociales, c'est une forme de violence dans la société. Tout à fait.
Oui, mais sauf que dans ces pays-là, il y a tout qu'à travailler plus ou moins. Ceux qui sont restés dans le pays, ils ont qu'à bricoler. Ils ne sont pas chômeurs au sens classique, quoi. Ils ont qu'à couper coco, ils ont qu'à porter un petit machin. Ils bricolent. Avec un niveau de vie tout à fait extrêmement bas, c'est évident. La Jamaïque, c'est 52,2. C'est-à-dire 2 fois plus qu'à Saint-Pétersbourg. Je vais regarder ces chiffres-là. Il y a quelque chose là qui. Il y a quelque chose là qui me. L'un des pays les plus violents du monde, c'est le Honduras. Ils sont à 90,4. Je vais regarder ça. Meurtres pour 100 000 habitants. On va étudier ça. Par exemple, le Costa Rica qui est à côté, c'est le plus bas. La Suisse. C'est la Suisse. de l'anecdote. Mais pas d'armée. Pas d'armée. Il n'y a pas le Mexique, non. Le Mexique, Vous voulez pas avoir la deuxième partie du sondage? Alors, vous faites du barrage là, que je ne parle pas. C'est pas de barrage. Cette première partie. Vas-y. Il y a quelques années, un sondage de même type. À mon avis, le chômage reste le numéro 1. Par contre, l'insécurité n'était pas encore en 3e position. Si on prend des sondages de même. Quand je dis il y a quelques années, une dizaine d'années. Je vais vous donner le nôtre. Par contre, je ne sais pas, tout dépend de la manière dont les questions sont posées. Bon, la situation économique, c'est une question, à mon avis, mal posée. C'est vague. Parce que les réponses, je ne sais pas aux spécialistes des médias qui est à côté de moi que j'entendrai ça, les réponses, quelquefois, les questions induisent les réponses. C'est évident. Bien sûr. Tu disais. Donc, ce que je disais, c'est que ce sondage confirme globalement les tendances que nous mesurons tous les trimestres. La sécurité, c'est la tarte à la crème. Mais par contre, quand on demande aux gens de faire une hiérarchie, c'est-à-dire de choisir une et pas de citer ce qui ne va pas, l'insécurité dégringole. Et ce que les gens veulent voir être résolu, c'est 2 choses. 1, la problématique de l'emploi. Ils nous disent, moi travail, je vais débrouiller pour le restant. 1, l'emploi. Et ce qui est monté, et là de manière extrêmement forte, c'est occupez-vous de la jeunesse. Occupez-vous de la jeunesse. Voilà, c'est ça les résultats. Nous on l'a de manière systématique. Alors, jeunesse dit emploi aussi. Oui, il y a un lien. Oui. Alors, bilan, aspect politique de ce sondage. Serge Letchimy est le préféré à la tête de la collectivité unique pour 30% des personnes sondées. Serge Letchimy est l'homme politique martiniquais ayant la plus forte autorité spontanée, 64% contre 12% Alfred Marie-Jeanne. De même que la cote de confiance de Serge Letchimy est aujourd'hui la plus élevée, à 24%, celle d'Alfred Marie-Jeanne à 13%. La cote de confiance du député Jean-Philippe Nilor s'établit, elle, à 10%, pratiquement à jeu égal, avec Marie-Jeanne Letchimy dans le 4e canton qui est le Sud. Il faut grosso modo le Sud avec en plus 4e circonscription. 4e circonscription. Section. Oui, qui devient une section. Ils ont dit, je repris leur formulation, qui, comme vous le savez, compte, on oublie le François, Rivière-Salée, le Robert 1, le Robert 2, en plus du sud traditionnel, Sainte-Anne, Anse-d'Arlay, etc., etc. Quand on dit le sud, on sait ce que c'est, mais on oublie qu'il y a le François, on oublie qu'il y a le Robert qui remonte là. 27% des sondés ne font confiance à aucune personnalité politique pour construire l'avenir de l'île. La personnalité politique verrait le mieux les Martiniquais à la tête de la collectivité, naturellement on l'a déjà dit, je ne vais pas répéter, vous savez qui, devant Alfred Marie-Jeanne, mais Alfred Marie-Jeanne devant le Serge Letchimy dans la 4e circonscription. Puis Jean-Philippe Nilor, préféré par 9% des sondés. Vos commentaires? Mon commentaire, c'est qu'il est tout à fait normal que Serge Letchimy soit placé en tête. Pourquoi? Je vais décevoir mes petits copains parce qu'ils m'attendent au tournant. Je suis un qui t'attend. Pourquoi? C'est lui qui est en charge. C'est lui qu'on voit à la télé. C'est lui qu'on entend parler. Donc personne ne peut dire. Mais oui, personne ne peut dire j'ignore qui est Serge Letchimy. Ne fanfaronne pas parce que. Non, mais attention, c'est comme une petite erreur. Tu n'as pas reprécisé la question sur laquelle tu dis c'est normal. Ouais. C'est normal, la notoriété. Alors, il faut expliquer aux gens ce que c'est, parce que les gens ne savent pas ce que c'est que notoriété. C'est connaissance. Est-ce que vous connaissez? Quels sont les hommes politiques que vous connaissez? Non. Oui. C'est pas posé comme ça. Et c'est ça qui est le piège. Ce n'est pas posé comme ça. La question qui est posée, c'est quels sont les hommes politiques? Et là, il y a une erreur, puisqu'il devrait dire les hommes et les femmes, parce que vous avez vu qu'il n'y a aucune femme de cité. Donc, comme il n'y a pas le mot femme, les gens, on leur dit les hommes. Donc, ils disent les hommes. S'ils avaient dit les hommes et les femmes ou les élus, il y aurait peut-être une petite différence. Mais c'est ce qu'on appelle de la notoriété spontanée,
c'est de la connaissance sans qu'on vous cite de nom. Voilà. Donc ça, c'est important. Et tu as raison, en notoriété spontanée, celui qui arrive en tête, c'est souvent celui qui parle le plus aux médias, c'est tout. Ensuite, qu'as-tu à dire? Ensuite. Ensuite, bon, j'ai à dire que ça me semble assez conforme à la réalité de la société politique martiniquaise. Maintenant, ce que je dis toujours, un sondage n'est qu'un sondage à un moment donné. Gabriel. On peut en faire un dans une semaine qui sera tout à fait différent. Gabriel. Oui, Gérard. Oui, ton avis sur le sondage Calista. Notoriété, rien de surprenant. Peut-être le sondage, il y a un trompe-l'œil dans l'histoire. Le trompe-l'œil, c'est que ce sondage tombe au moment où on entre vraiment dans une phase de campagne électorale où tout le monde est attentif à ces chiffres-là. Et je m'aperçois qu'il risque d'avoir confusion dans la tête des gens, dans la tête de certains, que ce sondage donne déjà une indication de la capacité ou du poids électoral à venir de chacun. Dans ces cas-là, il manque des gens, il manque des candidats. Bon. Mais c'était pas mesuré pour se mesurer pour ça. Mais je parle de confusion. Non, mais tu peux pas leur faire cette critique-là parce qu'ils n'ont jamais posé cette question-là. Tu es d'accord avec moi? Tu peux pas les critiquer. Ils n'ont pas dit. Ce qui manque, c'est qu'aujourd'hui, la confusion va être faite d'autant que la sortie du sondage, la publication du sondage, tombe à ce moment-là. 2. Les chiffres qui sont publiés. Le Chimie, temps, 60, Marie-Jeanne 12, etc. Quand tu parles de la 4e circonscription, Marie-Jeanne serait le mieux positionné dans la 4e circonscription, celle du Sud. Je me dis, si on part dans cette mesure va donner une idée de ce qui pourrait sortir de l'urne. Mais l'élection, c'est pas circonscription par circonscription. C'est global. C'est le global. Oui, le territoire. La circonscription, on dit il va gagner, oui, mais quand on regarde, il y a des tableaux qui ont été sortis notamment par le Conseil économique et social, le Conseil de la culture et notamment du tableau Justin Daniel. Où en 2010, Alfred-Marie-Jeanne, si on fait la projection par rapport au mode de scrutin de la collectivité, Alfred-Marie-Jeanne sont en tête dans le Sud. Ils sont en tête. Mais la problématique de la collectivité, c'est le nombre de sièges que peut obtenir la liste par rapport à son score dans la section. Mais Alfred-Marie-Jeanne, sortant en tête dans le Sud, assez largement, fait jeu égal en nombre de sièges que c'est Alchimie qui arrive en seconde position. Donc c'est pour ça que je dis, attention à la lecture qui peut être faite, et c'est peut-être là nous donner des éclairages. Répète ce que tu viens de dire. Attention à nous. Non mais avant. Alfred-Marie-Jeanne, sortant en tête, à partir des chiffres des résultats régionaux de 2010, la circonscription du Sud. Ils sont en tête, et ils sont en tête bien devant, mais il fait jeu égal avec celle de Chimie en nombre de sièges obtenus sur cette même circonscription. Oui, dans la circonscription. Donc c'est-à-dire que dès qu'on commence à regarder l'impact, le poids de chacun des candidats sur une circonscription, il y a erreur, parce que les gens regardent, il va gagner là. Non, on ne gagne pas dans une circonscription, on gagne sur l'ensemble du voilà. Et c'est ça l'inconvénient de ce Michel. Il faut se demander à quoi ça sert, et c'est ça qui est intéressant, à quoi ça sert de faire des tris par circonscription. Et ça sert à mesurer le caractère attractif ou pas du candidat. C'est-à-dire qu'on le met, et vous savez, le débat qu'il y a sur les têtes de section, les fameux chefs de section. Donc on teste, nous on le fait, on teste des noms dans des zones. Et si on s'aperçoit qu'un tel n'est pas bien apprécié, on le remplace. Michel, voilà. Ça sert à ça. Non mais, je crois que vous avez à la fois... vous allez montrer les limites de ce type d'exercice. Et ce que dit Galion, c'est que effectivement, on peut demander quelle influence ce type de sondage peut avoir à un moment donné clé où on est déjà pratiquement après campagne. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est d'abord quelle est la manière dont la question. On dit le Chimie est préféré de la collectivité. Ou on dit les gens voient le Chimie gagnant. C'est pas pareil. C'est deux questions différentes. C'est deux questions différentes. Ouais. Donc, et enfin, ce que j'observe, c'est que
le commentaire, moi j'ai essayé de sortir, bon, j'ai pas pu tout avoir, hein, mais le commentaire, c'est celui qui est fait par Martinique Première. Oui, c'est le média qui commande, attention. Hein. C'est lui qui commande. C'est lui qui utilise, c'est lui qui commande. Alors, moi, si j'avais un commentaire, j'aurais dit, bon, finalement, le Timi n'a que 30%. Parce que mais l'élection, c'est 50%. Et plus, il n'a que, j'aurais dit, malgré toute la propagande, je dis ça comme ça, hein, à moi-même, pas à la télévision. Je crois que c'est plus subtil que ça. Bon. Malgré toute la propagande, le matraquage il n'a que 30%. C'est la première question que je me suis posée, mais j'ai trouvé la réponse. Mais je vais te la donner. Il est important, parce que ça, alors, on va faire un tout petit peu de technique, mais c'est important pour que les gens comprennent bien. Mais le commentaire, en fait, varie en fonction de ce que tu as dans ton plat. Là, dans ton plat, tu as un sondage où on donne les résultats sur l'ensemble de l'échantillon. Par contre, on peut très bien dire, comme une partie des gens ne se sont pas prononcés, ils ont dit « je ne vais pas vous dire, monsieur, ce que je pense ». On peut les enlever, parce que les gens, une bonne partie des gens qui vous disent « je ne vais pas vous dire ce que je pense, monsieur », on s'aperçoit après qu'ils ne votent pas. Qui ne votent pas du tout. Qui ne votent pas. OK ? Donc, une partie, pas toute, mais une partie. Donc, il est légitime de dire, bon, écoutez, mettons de côté les gens qui ne se sont pas prononcés et faisons les calculs sur les gens qui se sont prononcés. Et tu verrais qu'on passerait non plus de 30, mais peut-être à 50. Donc, au plus. Au plus. Voilà. Alors, pourquoi on pose les deux questions? C'est ça qui est intéressant. On pose une première question en disant, parmi les personnalités, quel est celui qui a votre préférence pour diriger? Et puis on pose une deuxième question, c'est selon vous, qui va gagner? Qui va gagner? Selon vous, qui va gagner? Pourquoi on fait ça? Pour voir ce qu'on appelle le taux de fuite. C'est-à-dire qu'au premier tour, les gens disent, bon, voilà, celui que je préfère, mais au cas où celui pour lequel ils ont voté au premier tour n'arrive pas en tête, c'est ça qu'ils vont aller. C'est celui-là que je voudrais. Et on mesure ce qu'on appelle le taux de fuite le plus important. En clair, si celui qu'ils voient gagner n'est pas celui pour lequel ils ont voté, on fait la différence. Et on regarde qui va perdre le plus. Et c'est là que ça devient intéressant. Et donc on dit à ceux qui commandent le sondage, attention, si une bonne partie de vos électeurs voient que vous n'êtes pas arrivé en tête au premier tour, 20%, 30% ou 40% vont voter pour celui qu'ils supposent devoir gagner. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que le type, puisqu'on fait les sondages pratiquement une semaine avant, le type sait qu'il va perdre. Il sait qu'il va perdre, non pas parce que les gens ne l'aiment pas, mais qu'il n'a pas eu une bonne partie. Il est perdant. Il est perdant au premier tour, mais peut très bien gagner au deuxième tour. Mais malgré à cause du fait qu'il a été perdant au premier tour, eh bien, il va perdre le deuxième tour. Et dit, le problème, c'est qu'il y en a qui essaient de constituer une liste. Avec ça, j'ai quelque chose, ils ne vont pas faire de liste du tout. Et ça m'embête. Je suis désolé, il faut qu'il y ait un maximum de listes pour qu'on ait de même choses à écrire et à dire. Il ne faut pas leur dire la vérité. On arrête de dire la vérité. Voilà. Michel Branchi, est-ce que tu peux, en 3 secondes, nous expliquer pourquoi, concentre-toi, l'autorité de la concurrence a autorisé le rachat des actions détenues par Total à la Sara par le groupe Ruby, et pourquoi elle a dû intervenir, et puis quelles sont les précautions à prendre et les avertissements qui ont été donnés. Tu as 3 minutes pour développer ça. Alors, l'autorité de la concurrence est saisie parce que la Sara est en situation de monopole, et c'est pour vérifier si le rachat des parts de Total par Ruby ne va pas créer une situation de super monopole. De super monopole. Alors, parce que Ruby a des activités. Parce que Ruby est déjà dans la distribution. Comme Total là aussi d'ailleurs. Bon, avec ceci que Ruby est moins puissant économiquement que Total. Une petite précision, être dans la distribution, ça veut dire que Ruby a des stations-service vitaux en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Et puis dans le stockage et puis dans d'autres activités. Ça s'appelle la verticalité, c'est-à-dire le fait qu'une entreprise intègre différents secteurs de haut en bas, depuis la production. Bon. Alors, la volonté de la direction de la concurrence, en fait, elle est permanente depuis 2009, après le mouvement de février 2009, c'est de faire en sorte que on puisse, des entreprises
en dehors des 4 qui étaient dans le capital de la Sahara, puissent accéder d'abord puissent accéder aux aires de stockage et puissent accéder également être approvisionnés. Ça nous ramène aux entreprises guadeloupéennes. Hein. Ce sont les entreprises guadeloupéennes qui ont créé des stations et qui se plaignaient qu'ils ont eu beaucoup de mal à être livrés en direct par la Sahara parce que les statuts initiaux de la Sahara faisaient il n'y avait que 4 ou 10 repreneurs. C'était les actionnaires de la Sahara. Je rappelle, c'était Esso, Texaco, Shell, c'était Elf et Total. Bon, après la fusion Elf-Total, Total a absorbé plus de 50% des parts. Bon, donc c'est ça sa préoccupation. Et ultérieurement, c'est le fait de pouvoir aussi faire en sorte que ces entreprises ayant accès aux aires de stockage puissent elles aussi importer du carburant de l'extérieur pour concurrencer l'entreprise. Et ça, pas forcément en produire. Et c'est ça qui est effectivement dans S'agissant, et c'est ça l'objectif. Précis de quel carburant il s'agit? Alors, le produit fini, c'est-à-dire le super et le gazole, le carburant routier. Bon. En ce qui concerne les autres carburants, il y a des spécifications tellement sévères comme le carburant avion. Les avions. Seule la Sahara peut fournir, parce que c'est la sécurité des gens. Hein. D'accord. Bon. Voilà. Très bien. On a fini très sérieux. Une chose très sérieuse, que c'est chaque semaine au moins qu'on va donner quelques euros, ou sinon beaucoup d'euros. 220 000 conducteurs. Oui, voilà. Donc c'est un sujet qu'il fallait aborder. Sur une population. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec des camarades aussi dévoués, aussi ponctuels, aussi sérieux, et puis surtout aussi informés. À bientôt.